Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, je suis Isabelle, la directrice du cinéma Le Grand Action et c'est un immense plaisir de vous recevoir toujours aussi nombreux pour la dernière séance de notre 4e saison de notre ciné-club Univers Convergent. Univers Convergent nous est proposé par l'Institut Henri Poincaré, co-dirigé par Jean-Philippe Uzan, ici présent. Et on peut applaudir Jean-Philippe. Jean-Philippe arrive à mener ses recherches, à être le directeur adjoint de l'IHP et à se consacrer au ciné-club, à la programmation de ce ciné-club. Vraiment, c'était formidable cette saison qu'on a passée ensemble, Jean-Philippe. Il s'est passé plein de choses. Il y avait beaucoup de dinosaures tout le temps. Beaucoup de dinosaures, des dinosaures et des étoiles. C'était magique. Mais il y en a encore là des dinosaures, vous allez voir. Ils n'ont pas la forme habituelle, mais il y a plein de dinosaures. Alors, ce soir, nous allons voir The Big Short. C'est vrai que The Big Short est différent des films que nous voyons habituellement. The Big Short a été réalisé par Adam McKay. Il est sorti en 2015, ici même d'ailleurs, au Grand Action. Il a eu l'Oscar du meilleur scénario adapté en 2016. Il est adapté d'un livre de Michael Lewis, d'un livre éponyme, The Big Short, Inside the Doomsday Machine, consacré à plusieurs intervenants financiers qui, dès l'année 2005, avaient anticipé la crise des subprimes. Ce livre est resté 28 semaines dans la liste des best-sellers du New York Times. Il faut dire que Michael Lewis n'en est pas à son coup d'essai. Il avait déjà rédigé dans les années 80 un autre best-seller, Liar's Poker, qui relatait son expérience professionnelle dans les grandes banques de Wall Street dans les années 80. Alors pour la rédaction de The Big Short, il a rencontré d'anciens investisseurs qui avaient perdu leur travail suite à la crise des subprimes. Alors je lis un morceau savoureux de son interview. On allait boire une bière et il me disait en off que la seule raison pour laquelle ils acceptaient de m'expliquer comment ils avaient perdu 10 milliards de dollars était que je leur avais donné envie d'entrer dans la finance. La lecture de Liar's Poker les avait motivés à devenir traders. Au bout de quelques conversations, j'ai pensé « Mais mince, c'est moi qui ai créé cette crise !» Je me sentais responsable. Ces idiots faisaient ce travail et avaient perdu tout ce fric parce qu'ils avaient lu mon livre. J'ai donc essayé de comprendre comment les institutions, à ce point implantées dans le système, étaient devenues aussi stupides et suicidaires. Une banque comme Goldman Sachs est remplie de diplômés d'Harvard, de Yale, de Princeton, des gens extrêmement brillants et éduqués. Alors, pour l'adaptation, les studios ont choisi Adam McKay, ce qui est un choix étonnant parce qu'Adam McKay vient de la comédie. Je citerai entre autres Frangin malgré eux, Very Bad Cops, qui sont certainement vos films de chevet. Donc Adam McKay a abordé l'univers de la finance sous un angle inhabituel en utilisant notamment 3 procédés que vous allez pouvoir remarquer. Le regard caméra, qui est très peu utilisé en fiction, et vous allez voir, la caméra a toujours un temps d'avance sur les personnages. Ça, c'est fascinant. Et ensuite, c'est un film choral. Nous suivons 4 personnages principaux interprétés par un quatuor d'acteurs absolument géniaux. Évidemment, Brad Pitt, Christian Bale, Ryan Gosling et Steve Carell. Ils se sont tous impliqués à fond. Ils ont tous accepté de baisser leur salaire. C'est vraiment un projet qui les motivait. Vous allez voir notamment le personnage interprété par Christian Bale qui s'appelle Michael Burry et qui existe réellement et qui est en fait un ancien neurologiste devenu manager de fonds. Évidemment, Christian Bale a longuement rencontré Burry pour préparer son rôle. Et quant à Brad Pitt, il a cofinancé le film. Vous verrez, c'est cofinancement par Plan B Entertainment, sa compagnie de production. Vous allez voir notamment une séquence qui est la séquence principale. D'accord. Une séquence, eh bien, que vous allez découvrir. Alors,
Je vous laisse la découvrir. Je vois à ma gauche une résistance. Alors, je vous dirais juste la conclusion, c'est que les agences de notation se sont réfugiées derrière des modèles mathématiques et n'ont pas voulu regarder la réalité. C'est ce qui nous a incité à choisir ce film. Or, pour prédire cet effondrement imminent, Jared Vennett s'appuie lui-même sur un mathématicien. Donc évidemment, son analyse est juste, puisque s'en est suivie la fameuse crise financière de 2008. Alors, comment a-t-on pu se tromper à ce point ? Les mathématiques sont-elles vraiment responsables ? Eh bien, nous aurons la réponse dans le débat qui suivra, animé brillamment par Jean-Philippe Uzan. Merci. Bien, tu es très en forme ce soir, ça me fait plaisir. Alors bien sûr, oui. Bon, maths, finance, économie, tout ça, on en a tous entendu parler, donc on avait vraiment envie de parler de ces relations-là. Il y a de beaucoup plus en plus d'étudiants en maths qui veulent aller faire de la finance. Donc pour discuter de ces sujets-là, on a invité Nicole Alkaraoui, qui est... Tu peux te lever pour qu'on te... Non, tu veux pas tout à l'heure. Bon, allez. Voilà, qui est mathématicienne. Et qui a fondé le DEA de maths financières. Aujourd'hui, elle est professeure émérite, donc elle a vécu en fait finalement la création de cette discipline. Je pense que tu nous raconteras à quel point c'est difficile quand on est entre deux disciplines. Tu vas parler de diable, des choses comme ça. J'aurais envie d'entendre parler plus tout à l'heure. Nous avons Marc Lavoie. Voilà. Alors Marc, il est un peu comme moi, lui il est un économiste atterré, moi je suis juste atterré par l'économie, lui il est un économiste atterré, il nous expliquera ce que ça veut dire tout à l'heure, et puis il a aussi une chaire de recherche à l'université Paris-Sorbonne Cité en économie. Et Raphaël Douady, qui est chercheur au CNRS en maths financières, et qui enseigne à l'université de Stony Brook aux États-Unis. On va parler de tout après, plus là, c'est juste comme ça on sait qui vous êtes. Et maintenant on regarde le film. On regarde le film et après le débat, on se rejoint pour le traditionnel cocktail offert par l'IHP. Alors à propos d'IHP, je voudrais saluer Quentin Lazarotto, responsable audiovisuel de l'Institut. Quentin fait un travail absolument formidable d'organisation, de coordination. Tout ce qui se passe ici, c'est grâce à Quentin. Il est assisté de Yaël. Il y a également Marie et Marion de l'équipe Com qui font un travail formidable. Voilà. Bonne projection. Bonne projection. Michael, how are you? I found something really interesting. The whole housing market is propped up on these bad loans. They will fail. The housing market is rock solid. It's a time bomb. So Mike Burry, who gets his hair cut at Supercuts and doesn't wear shoes, knows more than Alan Greenspan. Dr. Mike Burry, yes he does. I am getting madder and madder. Then this guy walks into my office and says, "There's some shady stuff going down. All the banks were having a big old party. A few outsiders saw what no one else could. The whole world economy might collapse." the banks got greedy, and now we're going to make them hurt. You want to bet against the banks? I think we're either high or having a stroke. Kind of brilliant. I'm sure the world's banks have more incentives than greed. You're wrong. This thing's hitting Europe. Greece and Iceland are finished. Spain is teetering. If you're wrong, you can lose it all. Okay, here we go. C'est bon, vous avez tous vérifié que vos comptes étaient positifs? Ok, super. Bon, alors on va commencer. C'est vrai qu'il y a eu plein de débats par mail depuis 2-3 jours. J'ai vu que c'est un truc que nos 3 intervenants avaient déjà vu, ont revu et qui leur a fait beaucoup réagir. Parce que déjà, c'est une histoire qu'on a tous vécue déjà à travers la presse, nous ici, puis vous, plus en tant que spécialiste. Lequel de vous deux veut commencer à nous raconter un peu son ressenti par rapport à ça, à ces événements? Et vas-y, Raphaël.
J'aurais tendance à dire honneur aux femmes, donc je vais laisser Nicole décider. C'est-à-dire, c'est elle qui va me dire si elle veut commencer à parler. Est-ce que vous voulez que ce soit quelqu'un d'autre? Bonjour à tous. Donc, ça n'est pas tellement évident de parler après le film. On peut dire qu'en gros, c'est assez vrai ce qui s'est raconté, mais en même temps que c'est un tel raccourci qu'on a un petit peu de mal à comprendre comment tout ça était possible pratiquement, quoi. C'était en 2 ans ou en 3 ans. Voilà. Et un petit peu, je sais pas, nous qui ont été impliqués dans les marchés, on pourra parler de la responsabilité, des questions qu'on peut avoir autour de ça. Ce qui manque quand même un tout petit peu, c'est le contexte et un peu d'informations sur l'organisation et les choses comme ça. Et donc la question très naturelle, c'est est-ce qu'une chose aussi claire, aussi spectaculaire que ça peut se reproduire? Est-ce que les marchés sont mieux organisés, mieux régulés, etc. Donc effectivement, moi, ça fait maintenant 89, donc ça fait plus de 30 ans que je travaille proche des marchés, on va dire, même si j'ai jamais été trader en un certain sens. L'une des choses qui m'a frappée, effectivement, c'est le rôle de l'organisation en un certain sens dans les marchés. Ce que je veux dire, c'est que durant la crise des années 30, la Grande Dépression, il y avait eu un acte américain qui s'appelle le Glass-Steagall Act, qui séparait très clairement l'activité des banques de détail, on va dire, de prêts immobiliers, etc., des banques, alors pour utiliser le vocabulaire de maintenant, de la banque d'investissement. L'une des raisons en était que si l'État ou le contribuable américain devait garantir quelque chose, ça ne devait être que celle qui était relative à la banque de détail, entre guillemets, et que les banques d'investissement avaient à supporter leurs pertes directement. Une des choses qui est intéressante dans la période qu'on a vue et vécue, mais qui a démarré un peu plus tôt, après savoir si la crise des subprimes est assez spécifique de cette période, mais beaucoup d'autres choses, CDO et les trucs comme ça dont on parle, étaient présents avant et sur d'autres supports. Donc en fait, ce fameux acte est aboli en 1999 sous la pression du système bancaire. Et après cette abolition, on voit, en tout cas, moi qui connais rien à la finance globale, je vois en tout cas une évolution très grande, même en France, des marchés. Il y a de plus en plus de swaps qu'on entend parler, de différents produits qui s'échangent, et les nominaux deviennent extrêmement importants. Mais de manière parallèle, juste pour resituer un petit peu le contexte, à la même époque, tu sais l'année, je ne sais plus, Clinton explique que on doit favoriser la propriété de leur maison de tous les Américains. Et comme ça ne se fait pas par une opération du Saint-Esprit, il y a un certain nombre de mesures qui sont prises qui vont permettre de favoriser ça. Donc tous les Américains, ça veut dire quand même des gens dont certains sont très solvables, mais d'autres le sont moins. Et ça veut dire que les banques, alors maintenant les banques sont devenues communes, elles gèrent et sur les marchés et les prêts immobiliers, etc. Mais ça veut dire que la structure de prêts, d'emprunts, de tout le marché hypothécaire est modifiée, que des choses deviennent possibles qui n'étaient pas possibles avant, pour arriver à faire en sorte que tous ces prêts, dont une partie non négligeable est risquée, puissent être dégagés de la responsabilité des banques individuelles pour être traités sur les marchés. By the way, these risky mortgages are called subprime. Et donc, en déplaçant le risque sur des gens qui sont censés être capables de mieux le gérer, on devait permettre de satisfaire à cette demande. Donc, il y a une double conjonction, donc la fin de la séparation des banques d'investissement
et des banques de détail, entre guillemets, plus cette évolution de la gestion du parc immobilier et des prêts qui vont être à l'origine de toutes ces transformations sur les subprimes. Donc, Raphaël va compléter. Oui. Alors, effectivement, merci Nicole. Voilà, ce grand panel historique est très important à comprendre. J'aurais tendance à dire que les éléments qui ont amené à la possibilité de cette crise et à son explosion, il faut voir que la crise s'est produite en 2 temps. Il y a eu une première crise en 2007, c'était en août 2007 si je me souviens bien, où justement en fait, on voit d'abord le marché des mortgages s'effondrer. On réalise à ce moment-là l'ampleur des dossiers frauduleux qu'il y avait dans les books des banques, dans les books de l'organisme de garantie. Enfin, il y a 2 organismes de garantie aux États-Unis qui sont ce qu'on appelle Fannie Mae et Freddie Mac, qui correspondent en France à ce qu'est le crédit hypothécaire, c'est-à-dire c'est l'organisme qui garantit les crédits hypothécaires auprès des banques quand vous allez faire un emprunt immobilier. Et ensuite, donc, le deuxième contre-coup, beaucoup plus monstrueux, qui est 2008, lorsque en fait, tout le système s'est complètement effondré. Alors, il y a enfin, je voudrais voir, puisqu'on parle des mathématiques et on parle des modèles, si je la fais courte, au moment de la crise, et en particulier de la deuxième crise, toute la finance est retombée sur les mathématiciens. J'avais écrit dans le journal pour jeunes mathématiciens Tangente un article qui dénonçait l'attitude des des boucs émissaires, parce que c'était absolument caricatural. Mais si on repart donc de la... Alors, les gens ne font pas le lien, mais il y a un lien extrêmement clair entre la bulle Internet en 99 et qui explose en 2000 et la crise des subprimes. Alors, d'une part, effectivement, on a cette période des années 90 où il y a un grand développement du marché des options. La rupture du Glass-Steagall Act dont parle Nicole, je pensais qu'elle était antérieure à 99, c'est 99 ouais. Ah, d'accord, ok. Non, c'est parce que au niveau des marchés, au niveau de l'explosion du marché des produits dérivés, toutes les années 90 ont été une période de croissance des volumes des marchés des options absolument incroyable. En 99, on observe, alors c'est emmène une mutation de l'économie, c'est la rentrée dans le 21e siècle, c'est le passage réel au niveau économique de la société de consommation à la société d'aujourd'hui, qui est cette société de communication. Il y a effectivement un shift économique réel, donc qui n'est pas virtuel, mais qui se fait sous un phénomène d'exagération phénoménale. Le Nasdaq, entre le 30 mars 2000, si je me souviens bien, et la fin de l'année 2000, perd plus de 70% de sa valeur. Le Nasdaq, pardon. Le Nasdaq, c'est l'indice américain, c'est le second marché américain, c'est le marché où il y a toutes les boîtes technologiques, etc. Donc en fait, toutes les boîtes de Silicon Valley, à commencer par Google, Apple, etc., étaient au Nasdaq. Donc ce marché s'effondre et repart parce qu'il correspond à une économie réelle. Mais entre-temps, tous les investisseurs de capital risque qui avaient mis beaucoup d'argent et qui devaient quand même montrer à leurs investisseurs des rendements, sont rentrés dans des procédures où ils mettaient les entreprises en effet de levier. C'est-à-dire qu'ils utilisaient le bilan des sociétés pour emprunter sur les marchés. Donc,
il y a eu à ce moment-là, depuis 2002, c'est-à-dire en fait au lendemain de la catastrophe du 11 septembre, jusqu'à la crise des subprimes, il y a d'un côté la bulle immobilière qu'on voit ici, mais en même temps une bulle au niveau des cartes de crédit, une bulle au niveau des taux, des prêts étudiants. Alors les prêts étudiants, c'est un truc très américain que je vous ai expliqué dans une seconde, et une bulle au niveau des prêts aux entreprises. Donc globalement, en fait, une bulle énorme qui se développe sur tout ce qui est le crédit, tous les éléments du crédit de l'économie, dans lequel les crédits immobiliers sont une part très importante, mais juste une partie. Donc en fait, ce qui s'est passé en 2007, c'est l'explosion de cette bulle, telle qu'on la voit ici, et le contre-coup, je me souviens, à la sortie de 2007, les gens qui disaient qu'ils ne prévoient pas la crise, je veux dire, c'était très différent. En fait, ils la voyaient venir, mais ils avaient peur de la provoquer, parce que l'explosion de la bulle immobilière en 2007 a provoqué l'explosion de tout le reste du bulle de crédit. Et ça s'est produit en 2008. Hein, donc, si vous voulez, il y a eu ce double effet. Alors, qu'est-ce que c'est la titrisation? C'est ce phénomène qu'on vous montre avec les briques là, en bois qui sont empilées. Alors, c'est quelque chose qui, lorsqu'il s'agit de financer l'économie par le crédit, que vous montiez une entreprise, que vous ayez besoin d'acheter une maison, que vous vouliez faire un emprunt de consommation avec une logique économique parce que voilà, ça met de la fluidité dans l'économie, ça permet de relancer l'économie quand elle est ralentie, etc. La titrisation, c'est quelque chose qui apporte beaucoup de liquidité à l'économie et donc, tant qu'elle est utilisée de manière raisonnable, modérée, c'est plutôt un élément financier plutôt utile à l'économie. Ce qui s'est passé, c'est que ça a été une exagération, exactement au même titre que prendre un médicament, un antidépresseur, c'est bien si on est vraiment déprimé, mais vivre en permanence sous antidépresseur, voilà, ça vous fait faire des conneries. Alors, qu'est-ce que c'est la titrisation? Je suis une banque et vous êtes tous des emprunteurs, vous avez besoin d'emprunter, chacun pour votre maison par exemple. Donc je vais faire des choses très simples, vous êtes 1000, chacun a besoin d'emprunter d'1 million, et moi j'ai besoin d'1 milliard pour vous prêter ce million. Ce que je vais faire, c'est que je suis une banque, je suis juste un intermédiaire. Je vais me retourner, et je vais vous dire ensuite maintenant qui est-ce qu'il y a derrière. Je vais me retourner sur les marchés pour emprunter ce milliard, et ensuite vous le prêter. Alors, mon profit, c'est quoi? C'est la différence de taux entre le taux auquel j'emprunte et le taux auquel je vous prête. Mon retour sur investissement, c'est tous les remboursements que vous allez faire mensuels. À chaque fois, vous payez une partie du capital, une partie des intérêts, etc. Et puis avec ça, je vais pouvoir rembourser le milliard que j'ai emprunté. Je fais des profits s'il y a sur la différence de taux d'intérêt. La titrisation, c'est un truc assez malin. Ça consiste à couper justement en tranches, vous avez vu les tranches là, et de dire, voilà, le milliard, je vais l'emprunter sous forme de 10 tranches de 100 millions. Il y a la première tranche qui, quoi que ce que vous me remboursiez, je commence par rembourser ça. La deuxième tranche, je viens en suivant, etc. The highest level AAA is getting paid first. The lowest rated B is getting paid last, taking on defaults first. Now, obviously, if you're buying Bs, you can make more money, but they're a little risky. Sometimes they fail. Tous les paiements que je dois faire sur ce milliard, ça représente, mettons, allez, on va dire 70% de ce que vous me donnez, parce que les 30%, c'est ma marge. Tant que j'ai un taux de défaut qui est en dessous des 30%, eh bien, je peux tout rembourser. J'ai aucun problème vis-à-vis des marchés, même la dernière tranche est payée.
Ensuite, si ça commence à avoir un taux de défaut un peu plus important, bah, c'est les dernières tranches qui... Pour que la première tranche soit touchée, c'est quasi impossible. Donc d'une certaine manière, d'un point de vue mathématique, quand S&P dit on met AAA sur ces tranches élevées, c'est pas faux. Qu'est-ce qu'il faut pour que ça marche pas? Il faut qu'il y ait une crise dans l'économie qui fasse que globalement, vous soyez tous au chômage. Et c'est un peu ce qui s'est produit. Donc c'est cette espèce d'instabilité qui a créé en fait le fait qu'à un moment, il y a eu cette crise systémique et qui a... Alors le deuxième effet, et ça c'est un effet typiquement des marchés financiers, c'est le décalage qui est entre la valeur effective d'un titre sur le marché, qui est uniquement due à une espèce de perception, d'impression, d'évaluation du risque totalement subjective par rapport à la réalité. Il y a un adage sur les marchés financiers qui dit le marché pourra toujours être, comment est-ce qu'on dit en anglais, c'est it can be wrong longer than you can stand it. Il peut se tromper pendant plus longtemps que vous ne pouvez le supporter. Donc c'était comme il y avait Michael Berry là qui était là, qui disait mais je comprends pas, c'était irrationnel. What? Can you explain that to me, please? Because how can the value of an insurance contract not be affected by the demise of the very thing it insures? They're independent markets. They're not always correlated. I know it sounds odd, but these are very complicated products. Et en fait, est-ce qu'il faut appeler ça une fraude? Quand tout le monde se trompe par un effet de « bah oui, il faut se soutenir », etc. Donc ce n'est pas une fraude caractérisée, mais c'est un effet global où tout le monde a l'impression que ça vaut quelque chose. Et le même effet s'est produit au lendemain de la crise, lorsque plus personne ne voulait, vu qu'on a utilisé les mots pourris, etc., à des titres qui étaient donc de valeur faciale 100, qui à 25 ne trouvaient pas d'acheteurs, et que le gouvernement a lancé ces programmes qu'ils appelaient TARP, à 70, en disant à 70 j'achète. Et à 70, le gouvernement, un an plus tard, a fait des profits. Donc il y a cette espèce d'irrationalité des marchés qui ajoute, un petit peu comme on l'a vu à Las Vegas, qui ajoute à la variation des prix monumentale, comme ça. We've been doing business together, fellas. And so the CDOs that you create are of the highest quality and the highest value. Absolutely. Absolutely. Donc ça donne des impressions de création de valeur totalement virtuelle, de destruction de valeur totalement virtuelle. Et ensuite, les modèles mathématiques, ben, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont utiliser ces données qui varient de manière très virtuelle et vont faire des statistiques dessus. Bah, je vous dis que c'est pas facile. Hein. Mais ce que j'essaie d'expliquer, c'est ce phénomène d'instabilité. Hein. Les marchés ont ce phénomène structurellement instable. Et donc, tant que, comme dit Nicole, les banques sont séparées avec des gens qui n'engagent pas les richesses de la population dans cette spéculation, bon, bah, ils prennent leurs risques, ils gagnent quelquefois, très bien, c'est bon. Je ne veux pas faire de morale là-dessus sur la spéculation. C'est plutôt lorsque on arrive à un système qui globalement, pour caricaturer, privatise les profits, mutualise les risques, c'est-à-dire que tant qu'on fait des profits, on paye des bonus à certaines personnes, mais lorsqu'il y a un énorme retournement du marché qui est lié à cette instabilité mais dynamique fondamentale du marché, à ce moment-là, brusquement, on dit ben, on va faire un grand emprunt pour sauver tout le monde. Donc, si vous voulez, c'est là qu'il y a effectivement cette réaction du personnage de Mark Baum qui dit le système est vraiment pourri. Voilà. Bon. Alors, Marc, tu m'as dit tout à l'heure que tu étais économiste atterré. Il faut que tu expliques ce que c'est, parce que ce n'était pas juste une plaisanterie. Et peut-être que tu nous donnes aussi ta lecture par rapport à cette analyse. Bon, Économiste atterré, c'est un groupe d'économistes français qui s'est mis ensemble. Au départ, il y en avait seulement 4 ou 5.
Et eux autres, ils étaient atterrés par les politiques économiques qui étaient poursuivies en France et dans la zone euro. Et donc, ils ont sorti un livre, il y en a peut-être parmi vous qui l'ont vu. En tout cas, donc, ayant un peu les mêmes idées, donc je me suis joint à eux l'année dernière. Je devrais préciser que je suis canadien et j'ai enseigné pendant 37 ans à l'université au Canada, et puis je suis à Paris depuis seulement 1 an. Bon, je ne veux pas vous faire un cours, c'est sûr que j'ai une vision un petit peu différente de celle de mes 2 compagnons ici. Mais c'est peut-être ça qui est intéressant de voir, parce que finalement, de voir qu'il y a différentes lectures sur ce genre de phénomène historique, et puis est-ce que tu peux peut-être, c'est ça qui nous intéresse aussi, qu'on arrive à avoir des lectures différentes. Enfin, peut-être que je pourrais commencer par donner quelques anecdotes, et peut-être ça va aider à comprendre comment on peut voir les choses différemment. Moi, la première fois que j'ai entendu parler des fameux Credit Default Swaps, c'était en 2001. Donc, on était un groupe d'économistes qui avait été invité par un banquier à Palm Beach, en Floride. Et ce banquier nous avait dit, je vais vous expliquer ce que c'est un Credit Default Swap. Je vais acheter pour $1000 américains, pour chacun d'entre vous, je vais faire le pari. Donc il a mis $1000, on était à une dizaine, donc il a mis à peu près $10 000. Et il a été voir une banque. Et donc le pari, c'était il pariait qu'une banque européenne allait faire faillite dans les 12 mois suivant la création de l'euro. Parce qu'il était convaincu que le traité de Maastricht, la zone euro, tout ça, c'est une structure qui est instable, qui est mal faite. Et lui était convaincu que la façon dont la zone euro était construite, le genre d'intervention que la Banque Centrale Européenne pouvait faire, qu'il y aurait certainement une banque qui ferait faillite. Bon, il s'est trompé. Alors le pari est bon seulement pour 1 année. Et bon, il ne s'est rien passé pendant 1 année, donc il a perdu $10 000. Nous, on s'en foutait, parce que ce n'était pas nous qui avions mis le $1000. Mais on aurait gagné, je ne sais pas, 20 ou 30 ou 40 fois plus. Deuxième anecdote, donc en 2008, j'étais à une conférence à Berlin, et un des vice-présidents de la Bundesbank est venu à cette conférence. Et il nous a avoué, alors il était responsable de la stabilité financière, et il nous avouait bien candidement que jusqu'à l'effondrement de Lehman Brothers, donc le 15 septembre 2008, il ne connaissait absolument rien de tout l'alphabet que vous avez pu voir ou entendre parler, les MBS, MBA, CDO, CDS, enfin il y en a une quantité énorme. RMBS, tout ce que vous voulez, il n'en avait jamais entendu parler. C'était la personne, c'était le vice-gouverneur, le vice-président à la Bundesbank, responsable de ce genre de truc. Il n'avait aucune idée de ce que c'était. Donc c'est pour dire que ce monde de la finance, en tout cas à cette époque, il évoluait un peu en vase clos. Et donc les économistes, eux, n'avaient aucune idée de ce qui se passait au niveau financier. Oui. C'est très grave. C'est quand même grave. Ça a commencé depuis 1970, donc... C'est un fait. Mais, oui, c'est un fait. L'autre chose, bon... Faut voir que ça a un peu changé depuis la crise, justement. Un des trucs, c'est que la crise a amené un tel flash sur tout ça que les gens n'ont pas eu le choix que quand même de s'éduquer un petit peu. Ouais. Ce qui se passe en économie, c'est qu'il y a une pensée dominante qui croit que les marchés financiers sont efficients. Donc, que si les prix montent, il y a de bonnes raisons pour lesquelles ces prix montent, ou si les prix baissent, il y a aussi de très bonnes raisons. Les marchés financiers ne se trompent jamais. Et donc, toute la réglementation bancaire ou financière est construite sur cette hypothèse. L'hypothèse alternative, c'est celle de quelqu'un dont vous avez peut-être entendu parler, parce qu'en 2008, tout le monde parlait du Minsky Moment, le moment de Minsky. Minsky étant un économiste qui, lui, prétendait que
la stabilité entraînait l'instabilité, c'est-à-dire que plus les choses semblaient tranquilles, et en fait, plus les choses devenaient de plus en plus instables, de plus en plus instables ou fragiles. Jean-Philippe Pesan me faisait la remarque à ce propos, il me dit, mais en physique, on connaît bien les états métastables. Les états métastables, je vais vous en donner deux. Un qui est très connu et un qu'on voit tous les jours. Un qui est connu, c'est l'eau qui descend en dessous de 0 degré et qui reste liquide. Si vous descendez de l'eau très pure, sans la moindre impureté, poussière, très très lentement, eh bien jusqu'à, je ne sais plus quel degré, à peu près -4, -5, elle ne gèle pas. Et par contre, vous mettez une tête d'épingle et brusquement, tout se gèle. Donc ça veut dire qu'elle est en état très critique où la moindre perturbation peut la faire geler. L'autre exemple qu'on voit tous les ans et qu'on connaît très bien, mais simplement on ne pense pas que c'est un état métastable, c'est une forêt avec du bois sec et mort. Le fait qu'une cigarette, une allumette peut créer une foudre vraiment sur un petit tas de brindilles, peut enflammer toute une forêt, c'est exactement le même phénomène que la tête d'épingle qui touche de l'eau en dessous de 0 degré. Et là, c'est en fait ces phénomènes dont Marc est en train de parler. Alors vous êtes supercritique. Nous, on sait décrire les phénomènes supercritiques. Vous savez aussi, vous, les faire ? Oui, on essaye. On utilise parfois des outils mathématiques ou des choses qui sont utilisées par les gens en biologie, les effets de bifurcation, ce genre de trucs. Là. Mais donc tu parlais donc de cette deuxième hypothèse, et donc qu'est-ce que ça change dans la façon de voir ce système-là ? Parce que finalement, là, il y a deux hypothèses. Oui. Et il faut savoir, en science, en général, on a des hypothèses, on a des faits, puis on essaie de voir ce qui colle le mieux, on fait des théories, puis on en rejette certaines. Donc est-ce que là, il y a quelque chose de similaire ou est-ce que... Par exemple, au niveau de la réglementation, si on fait une réglementation en supposant que les marchés financiers ont toujours raison, ça ne sera pas un type de réglementation qui sera très utile. Donc quand on fait de la réglementation, en fait, il faut supposer que le pire va arriver. On peut pas faire de la réglementation en postulant que les marchés financiers sont stables. Aussi, il y a tout un effet, de psychologie. On nous a expliqué ce que c'était que la titrisation. Moi, la façon dont je le vois, c'est qu'il y a deux types de titrisation. Il y a la banque qui met plusieurs prêts ensemble. Alors, les prêts, normalement, hypothécaires, sont à long terme. Donc, de l'autre côté, ce qu'on veut faire, c'est avoir une dette qui, elle aussi, un passif, donc qui, elle, va être aussi à long terme. Donc, ce type de titrisation existe, en fait, depuis une centaine d'années. Les banques allemandes l'utilisaient depuis très longtemps, et alors en Allemagne, c'était quelque chose de fréquent. Un petit détail pour justifier ça, c'est que une des grosses différences entre le marché américain et le marché européen, c'est que l'économie au niveau des entreprises aux États-Unis est financée à peu près à 2/3 par les actions et par 1/3 par les obligations, c'est-à-dire les emprunts. En Europe, c'est l'inverse. Et en Allemagne, c'est encore plus financé par l'emprunt et encore moins par les actions. Donc la gestion des emprunts est quelque chose qui est très familier à l'économie allemande et, disons, moins familier à l'économie américaine, où il y a cette espèce d'idéologie du marché qui a toujours raison. Enfin, la différence entre la titrisation d'autrefois et la titrisation d'aujourd'hui, c'est que le titre qui était créé à partir de toutes ces hypothèques, il restait dans le bilan de la banque. Donc la banque le vendait à quelqu'un, mais c'était toujours la banque qui devait continuer à fournir les paiements en intérêt sur ce titre. La différence avec la nouvelle titrisation, c'est que les banques, une fois qu'ils avaient créé ces fameux MBS, donc
ces titres adossés à des actifs, eh bien, il s'en débarrassait. Donc, vous avez une chaîne qui part du courtier en hypothèque. Donc, lui, ce qu'il cherche, c'est à trouver un gogo qui va vouloir acheter quelque chose et qui va vouloir se prendre une hypothèque. Il essaie de lui vendre, alors comme ça a été expliqué dans le film, il essaie de lui vendre un type d'hypothèque avec un taux qui est très bas au départ, mais qui va être augmenté de façon radicale après 1 an ou 2 ans. So how many of these are adjustable rate mortgages? Well, most. Oh, yeah? Yeah, I'd say about 90%. The bonuses on those skyrocketed a few years ago. Parce qu'il va avoir une prime qui va être plus élevée. Donc c'est évident que ce type d'hypothèque est beaucoup plus dangereux qu'une hypothèque normale avec un taux fixe pour 5 ans, 10 ans ou 20 ans. Ensuite, ça s'en va, bon, il y a le courtier en hypothèque, ensuite ça s'en va à la banque. La banque, elle fait le prêt, elle consent le prêt, mais tout de suite après, elle s'en débarrasse. C'est plus elle qui est responsable du risque. Donc si l'emprunteur fait défaut, c'est plus son problème. Après ça, il y a encore l'institution financière, ensuite, qui titrise les hypothèques dans cet actif. Elle touche une commission. Elle aussi, elle s'en fiche. C'est l'asiatique qu'on voit discuter avec Mark Baum pendant à Las Vegas. Voilà, celui qui passe très lourd. Là. Après ça s'en va à l'agence de notation. Alors, ils ont Standard & Poor's, Moody's. Alors, c'est très bien expliqué. Si on ne leur donne pas un triple A, eh bien, ils vont aller chez le concurrent. Et donc, eux aussi, ils ont un intérêt à donner une valeur triple A à quelque chose qui ne vaut pas triple A. Et donc, vous avez toute cette chaîne qui fait que chacun ramasse quelque chose. Et donc, il n'y a personne qui a un intérêt à ce que les choses se fassent proprement. En tout cas, à mon avis. Mais alors sur ce point, parce que moi c'est quelque chose, voilà, je vais montrer mon ignorance, sur ces agences de notation. Oui, moi je voudrais dire quelque chose. Quelle légitimité elles ont et qui a déclaré en fait qu'elles étaient aptes à juger les gens? Parce que les pays non, aussi non, mais sont attends, notés. je vais expliquer 2 minutes. Les agences de notation, elles ont été créées par les marchés pour rater les entreprises. D'accord? Mais parce dans que notre pays aussi, par exemple. Quand elles s'échangeaient entre elles, etc., c'était important de savoir quelle était la qualité financière de l'entreprise. C'est une agence privée, il y en a plusieurs, etc., qui était créée par le marché. Mais donc, qu'est-ce qui fait qu'on reconnaît la valeur de leur notation? Parce que ça, c'est très important, puisque tout est basé là-dessus. Donc, si à partir du moment où on note mal, on sait à l'école ce que ça mène. Par exemple, au bac, ça vous notez mal, et ça fait des biais assez importants quand on fait passer les examens. Donc, il y a quelque chose de très important, et on l'a vu sur la notation des pays européens, par exemple. Qu'est-ce qui leur donne la légitimité de noter des pays, des agences privées, de noter des pays, par exemple? C'est plutôt c'est comment les gens se servent de la notation. C'est ça la vraie question. Ils peuvent mettre n'importe quoi. Tu peux décider de mettre 0 si ça n'a pas de conséquences, c'est quelque chose. À l'origine, ce sont des agences privées. Pourquoi elles ont été utilisées? Moi, mes étudiants, ils m'expliquaient comment on faisait les CDO pour avoir triple A. C'était très facile. Pourquoi est-ce qu'on a utilisé, pourquoi le régulateur, et parce qu'il y a quand même, on ne le voit pas, mais il y a quand même quelqu'un qui regarde un tout petit peu les choses, pourquoi est-ce qu'on utilise... C'est qui ce quelqu'un? Avec la même note, une entreprise, bon, et une structure de prêt emboîtée comme elles sont faites comme ça. Bon, moi je voudrais savoir. Sauf qu'après, il y a quand même de règles de fonctionnement des marchés, on n'en voit pas une seule, qui va permettre par exemple à la trésorerie d'une banque, de la banque d'investissement, d'avoir, donc la trésorerie ne doit pas spéculer, mais elle doit garder un minimum d'argent sur une certaine distance de temps. Et donc, parce que les CDO sont ratés AAA, elle a le droit d'en avoir dans ces trucs. Bon, alors là, tout d'un coup, on passe dans un système de régulation qui finalement accepte que des agences 100% privées jouent le rôle de l'État, qui est de ne pas contrôler un certain nombre de structures de marché. Enfin, pas de l'État, mais du régulateur. Donc la grande question, c'est où est le régulateur? Bon, moi, il y a toute la question qui est bien montrée plus ou moins dedans. Je ne justifie pas du tout ce qui s'est passé, mais ce que je veux juste dire, c'est qu'il ne faut quand même pas déconner. Ce n'est pas si trivial et si simple que ça.
Bon. Quand vous êtes, il le montre très bien, parce que qui sont les gens qui peuvent faire, comme Mike, etc., d'attendre la dernière minute pour décider de vendre des milliards, des choses dont la valeur est des milliards? Il n'y en a pas. Si vous êtes dans un hedge fund, ça va encore, c'est vous qui vous faites assassiner. Mais si vous êtes dans une structure, moi j'ai plein de gens qui m'ont expliqué que dès 2005-2006, tout le monde essayait d'expliquer que toute l'activité sur les CDS, les CDO, qui n'étaient pas aussi complexes et compliquées comme aux États-Unis, mais quand même du même genre, c'est que c'était extrêmement rentable. Il faut quand même savoir qui les achète. Ça n'est pas que des pigeons. Il y a des institutions qui achètent. Il y a des fonds de pension qui achètent. S'ils sont complètement pigeons, c'est leur problème. C'est pas si secret que ça. Ça, c'est pas vrai, parce que même moi qui n'y connais rien, je savais beaucoup de choses. Donc, c'est quand même une structure générale où, finalement, le régulateur, les banques centrales, les banques individuelles sont très extérieures et ne mettent pas leur nom. Quand il y a une bulle, la bulle ne sera jamais résolue de l'intérieur. Ça, c'est absolument certain. Aucun acteur ne peut se permettre d'attendre 4 ans pour que la bulle éclate et qu'il tire des profits. Moi, j'ai des copains qui ont fait exactement ce qu'ils ont fait dans les banques classiques, qui avaient accepté d'avoir un fonds dédié pour être short contre l'immobilier. Mais quand au bout de 2 ans, le fonds a perdu sans discontinuer ce qui était prévu, mais si la bulle n'éclate pas dans un délai raisonnable par rapport, par exemple, à un délai comptable, qui a l'air tout bête, qui est tous les ans, eh ben, vous tenez 1 an avec un acteur, mais 2 ans, vous ne tenez pas. De toute façon, vous êtes descendu par l'ensemble du système et des analystes financiers. Donc, en fait, moi, je me demande où est le régulateur? Où est celui qui peut agir en disant « Mais attention, on est en plein dans une bulle, il y a tous ces actifs-là qui déconnent. » Voilà, il n'y a jamais personne. Vous avez entendu qui? Sarkozy, en 2005, félicite la Société Générale et la BNP pour avoir fait 35% de rentabilité. La question était tout simplement de savoir comment on faisait 35% dans un monde économique à 2%. Et cette question-là, vous l'avez entendu poser? Jamais. C'est Sarkozy, j'ai rien contre lui. Il était là. Non, mais ce que je veux dire, les autorités ne se posent aucune question. Évidemment, ça redore l'image de l'économie, ça donne... voilà. Mais qui sont les gens qui prennent la responsabilité, sous quelle forme, etc. Parce que qu'est-ce qui a laissé quand même faire ces subprimes? Quelle est la collusion entre les grandes banques, et donc aux États-Unis on peut quand même en discuter sérieusement, entre la proximité de Goldman avec la Fed qui est censée surveiller les marchés, etc. Donc les agences de notation, mais rassurez-vous, c'est toujours comme ça. Maintenant ils ont décrété que pour faire les comptes des salles de marché, des choses comme ça, il fallait utiliser des prix indépendants. Les prix indépendants, ça n'existe que sur 10% des marchés. Donc il y a une société qui s'est créée, organisée par les banques, qui contribue à donner les prix et qui vont servir de données uniques pour toutes les banques, parce que comme ça, on aura satisfait le critère de régulateur. Donc en fait, le fonctionnement des marchés, c'est assez compliqué. Est-ce qu'il faut des marchés? Pas de marché, ça c'est une discussion qu'il faudrait avoir quand même sur le rôle de l'économie américaine sur le marché mondial. Bon, mais il ne faut pas être trop schématique. Il n'y a pas que les très gentils, les très méchants. On ne peut pas attendre, quand vous, 4 ans, jouer à pile ou face sur le fait que la bulle va éclater ce mois-là et pas celui d'après. D'autant que quand même, peut-être eux, ils n'ont pas de comptabilité à rendre, mais moi j'ai vu le rôle de la comptabilité qui fiche tous les systèmes. Voilà, donc c'est le monde quand même plus complexe. Et moi, de toute façon, maintenant on est dans une bulle, je ne savais peut-être pas, mais comme les taux sont à 0, plus personne ne peut investir à long terme dans des obligations, etc., parce que ça ne rapporte rien. Donc il faut bien qu'il y ait des structures qui rapportent un minimum, et donc le marché se décale sur le marché des actions qui grimpe sans qu'il y ait de véritables raisons, parce que l'économie est encore assez atone. Donc les fonctionnements biaisés des marchés, c'est extrêmement fort, mais il pourrait y avoir plus d'efficacité dans la surveillance, donc la régulation est devenue extrêmement forte, mais d'intelligence de communication. Si tu commences à dire à tout le monde, attention, on est en plein dans une bulle et vos trucs, c'est pas pour longtemps. Attends, on va laisser Marc, parce que
Marc voulait réagir, et ensuite on va prendre des questions publiques, parce qu'eux aussi ils ont des questions pour vous. Après on va continuer s'engueuler au bistrot. Enfin, moi ce que je trouve aberrant, c'est après la piètre performance des agences de notation dans le cas américain, des MBS, etc., CDO, ce que je trouve aberrant, c'est que les gouvernements prennent encore au sérieux les notations des agences. Bon, en France, à un moment donné, je sais que c'était la panique parce que peut-être on allait abaisser la cote du gouvernement français. Ce que je dirais, pas très poliment, qu'est-ce qu'on en a à foutre? Pour donner un autre exemple, le Japon, dont le ratio dette-PIB a dépassé les 200%, les agences de notation ont abaissé la notation du Japon à moins 2 reprises. Enfin, ça n'empêche pas que là-bas, les taux d'intérêt sont toujours voisins de 0%. Autrement dit, ce qu'on nous dit tout le temps, c'est que si votre notation passe de AAA à AA, vous allez payer plus en intérêt. En fait, c'est complètement faux. Ce qui essentiellement détermine les taux d'intérêt, c'est le comportement de la Banque centrale. On le voit bien dans le cas européen en ce moment. C'est plus compliqué. Non, mais ça, on a bien compris que c'est plus compliqué. Oui, on va maintenant, vous allez réagir. Alors, pour ou contre les agences de notation? Vous levez la main pour? Là, c'est bon, alors. Allez, on ne ferme pas sur les agences de notation. Mais non, mais je plaisante. Un petit sujet, c'est vraiment un petit sujet. Qu'est-ce que c'est exactement un swap? Un swap, c'est un échange de deux flux de paiement. Un titre, par exemple, si je vous emprunte de l'argent, je vais vous donner une reconnaissance de dette. Cette reconnaissance de dette, c'est un titre. Vous avez un bout de papier qui a de la valeur parce qu'il est en train de vous dire, il y a quelqu'un qui a signé dessus, dans un an, je vous donne tant d'argent. Si quand vous avez un compte en banque, votre relevé de compte, c'est un titre. C'est pas de l'argent, c'est une dette de la banque à votre égard, c'est la banque qui a reconnu qu'elle vous doit tant d'argent que vous allez pouvoir récupérer n'importe quand. Quand, au contraire, vous avez emprunté, donc vous avez signé, et la banque détient une reconnaissance de dette de votre part avec un plan de paiement qui va dire, voilà. Donc, un titre, c'est en fait un flux financier. Quelquefois, ce flux financier peut être parfaitement déterminé, on appelle dans le jargon fixed income, paiement fixe, même si il n'est pas complètement fixe parce qu'il y a toujours l'incertitude de savoir si les gens vont effectivement payer, mais au moins sur le papier, c'est figé. Si j'ai un titre d'une action d'une entreprise, je ne sais pas combien l'entreprise va générer de dividendes. Mais pareil, le fait de détenir cette action va me verser des dividendes dans le futur. Donc, un titre, c'est ça. Maintenant, un swap, c'est un échange, c'est un contrat avec une banque où vous vous engagez à payer à la banque un certain flux de paiement et la banque s'engage à vous payer un autre flux de paiement. Quelle que soit la structure, c'est toujours ça. Alors, les swaps les plus courants sont les swaps de taux d'intérêt où c'est ce qui représente le plus gros volume des swaps au niveau du marché mondial, où il y a un paiement fixe qui est payé avec des coupons fixes contre un taux variable qui est en général lié au Libor. Les CDS, Credit Default Swap, c'est un truc un peu particulier parce que d'un côté il y a un paiement fixe et de l'autre côté c'est un paiement totalement, c'est une garantie en fait d'emprunt. Donc on appelle ça le swap parce que techniquement, d'un point de vue juridique, c'est un swap, c'est un paiement contre un paiement. Mais en fait, qu'est-ce que fait la banque? Elle vous garantit un emprunt. Si vous m'avez emprunté de l'argent, vous avez une reconnaissance de dette, je vous dis à telle date, je vais vous payer ou voilà le flux de paiement que je vais vous payer. Et la banque, vous allez acheter auprès de la banque une garantie qui fait que si je ne vous paye pas, elle vous paye tout ce que je ne vous ai pas payé. Je vous ai promis 100, je ne vous paye que 30, elle vous paye 70. Et
c'est une assurance, tout ça, une simple assurance, voilà. Et pour ça, vous lui payez régulièrement un certain $1, voilà. C'est ça un swap. Alors moi j'ai une première remarque, c'est quand vous avez parlé des go-go, des suckers comme vous dites dans le film, ça m'a fait penser une phrase de Coluche qui disait « Quand on pense qu'il suffirait que les gens n'achètent pas, ça se vend plus ». Et donc je me disais, là, est-ce que finalement, le fait que les banques sont mis à massivement titriser toutes ces mortgages, est-ce que c'est pas le fait, un double phénomène, est-ce que c'est pas dû au fait qu'on a essentiellement les fonds de pension qui ont racheté tous ces titres, et dû à un double phénomène de 1, on a massivement de la population dans les pays développés, et que 2, on passe graduellement dans tous ces pays développés d'un système de retraite par répartition à un système de retraite par capitalisation, faisant qu'en fait un énorme besoin de produits financiers qui sont évidemment pas générés par ceux qui les possèdent, puisque ce sont les futurs retraités. Et donc c'est pour ça que finalement les gogos seraient essentiellement les fonds de pension, et qu'une fois qu'on aura terminé ce passage à la retraite par capitalisation, que ce sera en régime permanent, peut-être que ce genre de phénomène pourra plus se reproduire. Bien. Moi, ce que je répondrais par rapport à ceci, c'est effectivement il y avait une demande pour ces MBS et CDO par les fonds de pension ou d'autres institutions financières qui gèrent des fonds énormes. Et ils voulaient que ça soit du AAA parce que souvent il y a des règles à suivre pour les fonds de pension. Or, juste avant, on avait eu la période Clinton où la dette du gouvernement américain était en train de disparaître. Et donc, il n'y avait plus de ces titres AAA qui prenaient du gouvernement. Alors, ce que je dirais maintenant, c'est que le capitalisme a quelque chose de... Il est extrêmement résilient. On avait besoin de AAA, on n'arrivait plus à en produire, donc il y a eu une crise économique, donc tous les gouvernements sont tombés en déficit, et donc on a tous ces gouvernements qui produisent des titres AAA. Et d'ailleurs, ça explique le paradoxe, parce que dans le film, on montre bien que le taux de défaut est en train de passer à 4, 8, 12%. Donc, ce que les gens devaient payer pour les CDS, ils devaient payer des primes de plus en plus importantes, mais pendant ce temps-là, le prix des obligations, des titres, ne baissait pas. Et alors, ils se demandaient tous pourquoi. I asked Bear Stearns to price our shorts. They tell me the CDOs still haven't moved. This is fucking insane. You realize that these people are crooks and they should be in prison. Mais la raison, c'était ça, c'est qu'il y avait toujours ces institutions financières, ces fonds de pension, partout dans le monde, qui voulaient à tout prix acheter. Il y avait encore cette demande pour les titres AAA. Et tous ces gens, quelle est la première banque qui a fait faillite en 2007? C'est une banque allemande. Les Allemands n'avaient pas le droit de faire cette titrisation moderne, mais ils avaient le droit d'en acheter. Bon, il y a cet adage qui est bien connu, l'enfer est pavé de bonnes intentions, et si on retourne la médaille, on peut dire aussi le paradis est pavé de mauvaises intentions. Ça, c'est un peu l'idée capitaliste, mais elle n'est pas complètement fausse, justement. Le fait justement, alors, quand on revient, si je compare les systèmes de retraite, c'est en plus un sujet que tu connais mieux que moi, mais les systèmes de retraite comment ça s'appelle, la retraite par capitalisation et la par répartition. Le système de retraite par répartition repose sur des hypothèses démographiques et qui ensuite, les hypothèses démographiques, c'est pas qu'elles sont erronées, c'est qu'elles se dégradent. Et donc, par conséquent, on a de plus en plus de mal à nourrir le truc. Le système par capitalisation est un système qui repose sur un investissement dans l'économie. Alors, c'est là qu'on a effectivement ce problème avec les agences de notation, parce que la gestion d'un fonds de pension, il faut voir que les fonds de pension sont gérés par des gens qui gèrent des centaines de milliards, je ne parle pas de milliards, de centaines de milliards, avec des méthodes de fonctionnaires. C'est-à-dire qu'ils ont des règles extrêmement strictes, c'est tout sauf des spéculateurs, c'est vraiment dans la mentalité, il faut les voir, c'est des fonctionnaires. Ils ne sont pas bêtes, ils connaissent les marchés, c'est leur métier, mais voilà, ce n'est pas des joueurs
dans la mentalité. Au contraire, ils sont assez prudents. Maintenant, ils ont à faire face à quelque chose. Ils ont des engagements qui sont sur 10, 20, 30 ans, plus parfois. Les modèles, je crois qu'ils vont jusqu'à 60 ans, si je me souviens bien. Voilà. Voilà, donc ils ont des modèles extrêmement longs. Donc ils sont obligés de tenir compte de ces engagements, parce que quand vous avez quelqu'un qui a 25 ans et qui cotise pour sa retraite, et qu'on sait qu'il va vivre jusqu'à 85 ou 90 ans, voilà, il faut payer ça. S'ils n'achètent que des produits tout à fait sûrs, alors ils ont un retour sur investissement absolument garanti, avec une certitude de ne pas être capable de payer ce qu'ils doivent. Donc ils n'ont pas d'autre choix que d'aller dans des investissements plus risqués, en particulier les actions. Donc ils sont obligés d'aller sur le long terme chasser les 8% moyens de rendement du marché action, parce qu'ils ne peuvent pas se contenter même du 5% que fourniraient les obligations sur le long terme, sachant qu'en ce moment, en plus, ça produit plutôt 0%. Donc, la retraite par capitalisation est quelque chose qui a deux aspects qui sont pas mauvais. Un, ça finance l'économie, et donc ça permet la croissance. Et d'un autre côté, ça permet effectivement, disons, de donner la souplesse nécessaire pour faire face aux engagements à long terme. Alors, comme je dis, c'est le paradis pavé de mauvaises intentions. Il faut être très prudent lorsqu'on dit. Il y a toujours un mélange des deux. Même aux États-Unis, il y a un mélange de répartition et de capitalisation. Et en France aussi, on a un mélange de répartition et de capitalisation. La macroéconomie à ce niveau-là est assez complexe. J'ai tendance à représenter ça. Enfin, quand les gens veulent faire des modèles comptables un peu simplistes, j'ai envie de leur dire, écoutez, regardez Einstein, et on est dans un modèle relativiste et pas un modèle de mécanique classique. La capacité d'un État à emprunter de manière quasi illimitée jusqu'à un certain point où l'économie explose sur les marchés, ça fait partie aussi de cette vision, de ce phénomène très relativiste, en fait. Que vaut $1, que vaut €1, c'est assez difficile à dire, en fait. Donc, voilà. Donc, en fait, si vous voulez, ce que je voulais dire dans tout ça, c'est que l'économie capitaliste qu'on a envie de blâmer, parce qu'effectivement, elle crée ses instabilités, elle crée ses drames, etc., elle crée aussi la vie. Il faut un petit peu pas l'oublier, quand même. C'est bon, ça. La dernière question, parce qu'après... Alors, moi j'ai une question, mais bon, moi je suis avocat, donc je connais strictement rien aux maths, etc. Mais en vous entendant parler, M. Doity, de l'instabilité, et en faisant quand vous avez fait cette comparaison avec l'eau qui gèle à moins, enfin, vous avez utilisé un terme super. Métastable. Voilà. Donc je me suis dit, mais il me semble, mais c'est peut-être totalement faux, qu'il existe des possibilités d'établir des modèles, de calculer des modèles mathématiques. C'est la question que j'attendais qui me plaisait. S'il vous plaît. Pour, par exemple, pour l'air, les petits tourbillons d'air ou les tourbillons d'eau, je ne sais pas, enfin, des choses comme ça. Et est-ce que ce genre de calcul-là ou de méthode de calcul peut être utilisé pour ces marchés, et ce qui permettrait peut-être de prédire, enfin de savoir à un moment où ça devient rouge ou ça devient trop risqué. Bon, il faut savoir que je dois avoir aujourd'hui une quinzaine d'étudiants en thèse, dont 8 bossent exactement sur cette question-là. Bon, alors, la chose dont il faut se méfier, surtout quand on parle à des matheux, des physiciens, c'est de voir plaquer les modèles physiques et les concepts physiques directement sur l'économie. J'ai tendance à dire que la finance et l'économie, et les gens commencent à s'apercevoir que les deux sont liés, c'est beaucoup plus un modèle du vivant. On est plus proche des maths biologiques que des maths de la physique. Si, c'est vrai.
On est beaucoup plus proche des maths biologiques, on appuie quelque part, il y a quelque chose d'autre qui sort, etc. Donc, il faut connaître ces phénomènes, les phénomènes de changement de phase, les phénomènes de stabilité, etc. Il faut les avoir en mémoire. Mais ensuite, quand on regarde, il faut regarder le système dans toute sa complexité. Bien sûr qu'il faut comprendre la turbulence, mais les marchés, c'est pas de la turbulence. Bien sûr qu'il faut comprendre les dunes qui s'effondrent, mais les marchés, c'est pas des dunes qui s'effondrent. Bien sûr qu'il faut comprendre la viscosité, mais la taxe Tobin, c'est pas de la viscosité, si vous voulez. Chaque élément est très particulier, il faut passer énormément de temps pour comprendre comment ça fonctionne. Alors maintenant, effectivement, on se pose une question, qui est, on a des crises, on a ces instabilités qui arrivent. Et la question, c'est comment est-ce qu'on va voir, et ça, c'est justement, alors, si je la fais courte, avant la crise, non, mais un truc a changé, la crise. Avant la crise, tous les modèles, et ça c'est un défaut effectivement des modèles mathématiques qui étaient utilisés, la plupart des modèles mathématiques considéraient que l'aléa est un aléa externe, exogène. Bon, mouvement brownien, il y a un démon qui tire à pile ou face pour savoir si on va aller à droite ou à gauche. Voilà. Et ensuite, bon, il y a effectivement, disons, on n'a pas oublié ça, mais on a peut-être dit, il y a ces phénomènes dynamiques qui sont des phénomènes globaux et des phénomènes dynamiques. Et maintenant, alors il y a des travaux par Didier Sornet à l'ETH, d'autres travaux, moi j'ai travaillé justement beaucoup là-dessus, sur essayer de comprendre quels sont les symptômes statistiques qu'on observe, des augmentations de corrélation, des choses comme ça, des non-linéarités dans les réponses, qui sont symptomatiques d'un marché qui devient instable, exactement au sens où vous le dites, où la probabilité d'une crise devient plus élevée. Je suis le dernier à dire que je vais prévoir les crises. Je suis seulement en train de mesurer l'hygrométrie dans la forêt. Oui, bien sûr, cette image de forêt et d'hygrométrie, je pense que c'est vraiment important. Le mot de la fin, alors le mot de la fin. Parce que je trouve qu'on n'a pas du tout parlé d'une des caractéristiques des marchés, c'est qu'il y a vraiment différents horizons et différentes échelles de temps, différents objets d'observation. Et que les modèles mathématiques, ça n'est pas une donnée dans l'ensemble, comme ça. Si on veut s'en servir tous les jours, il faut avoir une question auquel répondre. Donc moi, j'ai fait un master où on a passé son temps à faire de la couverture de ce qu'on appelle produit dérivé, le produit d'assurance. Le problème était extrêmement limité, pas prétentieux, il changeait tous les jours, donc les modèles étaient assez fréquents. Mais la chose très importante, c'est d'abord, il y avait une question limitée. On ne voyait pas l'équilibre général, on regardait un problème précis. Là, on a pu apporter très peu de choses, mais au moins une manière de discuter. Mais la question de quelle est la question auquel on doit répondre, quel est le problème, de quelle manière on peut agir dessus, ça c'est une question fondamentale. Bon, après ça, ce que j'ai quand même vu en 25 ans, c'est que dès qu'une activité assez parcellaire, qui ressemblait à un hedge fund dans les années 90, passe à un niveau industriel, alors tout change. Dans cette optique, toujours les mêmes choses. On commence à avoir des normes comptables rigides. Hedger un produit, ça ne compte pas dans la comptabilité, enfin pas pour l'expert comptable. La surveillance rigidifie tout. Le problème était de gérer le risque de marché après la libéralisation de l'économie en tout cas. Et tout d'un coup, chacun met sa règle. Et quand on met la règle, on croit qu'on stabilise le marché, mais c'est faux. Parce qu'on déresponsabilise tout le monde. Donc je ne dis pas qu'il ne faut pas de règles, mais en même temps, il faut vraiment faire attention à l'échelle de temps, aux problèmes précis, etc. Donc on peut effectivement faire la turbulence générale des marchés, ce sera très intéressant, mais ce ne sera pas utilisé tous les jours. Hein. Ça c'est absolument certain, et les calibrer, on peut y aller. Donc les modèles, c'était une des questions, les modèles vont servir, quand ils sont très généraux, à essayer d'avoir une représentation sur laquelle on peut tester des exemples, des situations, etc. Mais dans la vie de tous les jours, ils sont assez modestes, mais ce que je vois, c'est que très vite, en fait, même quand un modèle est assez efficace, on l'arrête. Voilà. Et il se rigidifie, après il faut que tout le monde comprenne, et donc on va faire un modèle dégénéré, et qui ne répond plus à ces questions. Oui, la question va être courte, mais je le connais, la réponse va être longue. Ouais.
On va dire, il n'y a aucune chance que l'univers convergent grimpe au niveau industriel, ce sera toujours aussi sympa. Voilà, on regarde la salle. Alors juste parce qu'on est en fin de saison quand même, Cédric, bienvenue. Donc l'année prochaine, on vous annonce, c'est filmé là, nous allons lancer donc, le ciné-club de l'Assemblée nationale. Si tu n'es pas au courant. Bon, si tu veux dire un mot, parce qu'on est en fin d'année et que c'est la dernière, la dernière séance, je te laisse dire un mot de la fin comme ça. Oui, quelques mots. Désolé pour mon arrivée, encore une fois si tardive, ça a été une journée de débat aujourd'hui, et voilà, un petit peu compliqué par moments. Je dis, oui, j'ai encore mon âge. Quand j'ai pris la direction de l'Institut Henri Poincaré en 2009, ça faisait partie de mon programme que de mettre en place un ciné-club. Mais il ne s'est rien passé, en fait, jusqu'à ce que 2 recrues extrêmement importantes viennent dans le projet IHP. L'un était Jean-Philippe Usan, qui a pris le poste de directeur adjoint en 2012-2013, début 2013, si je dis pas de bêtises. C'est ça, c'était en juin, c'était il y a juste 4 ans. C'était il y a juste 4 ans, voilà. Et avec la séance de Herzog. Avec la séance de Herzog qui avait laissé un souvenir ébloui à tous ceux qui ont eu la chance d'y assister. Et puis l'autre recrue de choix, c'était Quentin Lazarotto, qui arrivait à peu près en même temps. 6 mois avant, quand même. 6 mois avant, voilà. Avec du recul, c'était. Et voilà. Et tous les deux ont pu donner corps à l'idée de façon bien plus poussée et bien plus élégante, bien plus riche que ce que j'avais en tête, avec la complicité d'Isabelle Gibalardi dans ce lieu magnifique. On a fait un premier galop d'essai, et puis 4 saisons de nos univers convergents, avec toutes sortes de débats riches, terminant toujours plus tard que ce qu'on avait prévu, et avec une salle qui était toujours bien plus riche en questions que ce qui avait été programmé. Ça a été une des activités qui nous a tenu le plus à cœur pendant ces quelques années, et quelque chose d'exemplaire par rapport à notre souhait de faire de l'animation de culture scientifique au cœur de la culture, dans des lieux de culture, avec un haut niveau d'exigence et en même temps quelque chose de très populaire. À chaque fois, c'était festif et ça permettait aussi à l'Institut Henri Poincaré de remplir son rôle d'animateur local. Ce qui est important, quand on est un institut à rayonnement national, il faut aussi toujours penser à ce qui se passe dans le voisinage plus immédiat. C'est une action dont nous avons rendu compte année après année dans le conseil d'administration avec beaucoup de fierté, et une action qui a toujours suscité un engouement important de la part du personnel de l'Institut Henri Poincaré. Et à chaque fois qu'on a voulu mettre au point des plateaux d'intervenants, d'experts, on a réussi à les remplir avec des experts parmi les meilleurs, les plus captivants qui soient. Donc une activité qui nous a vraiment tenu à cœur. Alors, comme vous avez je ne sais pas si Jean-Philippe en a parlé, mais demain il y a un conseil d'administration de l'Institut Henri Poincaré, au cours duquel, conformément à mes engagements de campagne, je remettrai ma démission, ce qui entraînera par la même occasion la fin du mandat de Jean-Philippe, et ce sera une nouvelle page qui commencera pour la gouvernance de l'Institut Henri Poincaré. Jean-Philippe et moi-même resterons pas loin, et resteront toujours impliqués informellement dans la belle aventure de l'Institut Henri Poincaré, mais le devenir du ciné-club Univers Convergent se construira avec la nouvelle équipe de direction qui sera nommée d'abord de façon intérimaire, puis de façon définitive, avec un plan qui sera annoncé dès demain dans le conseil d'administration. Donc on peut dire que c'est une page qui se tourne aussi pour Univers Convergent. Et c'est quelque chose d'émouvant. Vas-y. Donc 4 ans, comme tu disais, ça fait 27 séances, parce qu'en fait on avait fait 3 séances de tests avant, et ça fait 6 000 spectateurs. C'est quand même pas.
exact des 5900 quelque chose, mais avec tous ceux qui se glissent aussi par-ci par-là, on a décidé d'arrondir à 6000. Et je voulais vous dire aussi que, évidemment, ça a été, les débats ont été filmés, alors pas les tout premiers, parce qu'on n'est pas encore les faire au point, mais vous retrouvez tout sur YouTube, et c'est des montages dans lesquels on met aussi des extraits des films, vous pouvez vraiment suivre le débat, même si vous n'avez pas eu la chance de voir le film. Et on a aussi un petit point, comme vous voyez là sur la photo, à la bibliothèque de l'Institut, tous les jours de la semaine. Et vous pouvez y aller. Et en fait, tous les DVD des films qu'on a projetés à l'univers convergent, vous pouvez les revoir, vous pouvez revoir les débats. Donc, vous pouvez faire cet après-midi l'univers convergent à l'Institut Poincaré. Et je pense qu'on peut vraiment remercier Cédric et Jean-Philippe d'avoir permis ce. Et donc il y a comme d'habitude un petit. Je vais terminer en disant que ça a été un honneur d'avoir des publics aussi motivés, aussi assidus, aussi concentrés et aussi curieux. Un grand merci à vous.